Maison de société. Chose vue par Jacques Roberti. Édition Artem Fayard et compagnie, Paris, 1927. Chapitre 7. Leurs propriétaires. Les immeubles, dans lesquels les matrones exploitent leurs brevets, appartiennent souvent à de bons bourgeois, parfois à de très hauts personnages qui en perçoivent les loyers en toute quiétude. Monsieur Baptiste eut longtemps pour propriétaire le vénérable de la loge écossaise, un ancien horloger de mœurs simples et douces, et dont le grand plaisir était de cultiver un petit jardin dans la banlieue de la ville. Quand il apportait à ses locataires sa quittance de loyer, il offrait toujours à Madame Amélie un panier rempli, selon la saison de raisins, de pommes, de poireaux ou de petits pois. On faisait un brin de causette, on abordait les questions politiques. Tout en discutant courtoisement, on vidait une bouteille de vin. Monsieur Baptiste était républicain modéré, son propriétaire radical socialiste. La bouteille bue, le vénérable reprenait son panier vide et s'en allait en disant « Au prochain terme !» Monsieur Baptiste, avec civilité, le conduisait jusqu'à la porte. Parfois, sous la lanterne, ils s'attardaient encore à exposer leurs théories. Le parti clérical, les détestables superstitions, les réformes exigées par la démocratie, disait le vénérable. Et Monsieur Baptiste, sa pipe à la main, sa casquette douillettement enfoncée jusqu'aux oreilles, répliquait « Faut de la tolérance et de la liberté. Moi, je suis centre-gauche. » En 1923, le vénérable vendit son immeuble à son locataire qui lui en offrait un bon prix. L'acte passé devant notaire fut enregistré. Alors, M. Baptiste écrasa de sa supériorité tous les collègues de sa rue. « Je suis chez moi !» leur criait-il. « J'ai les murs !» Le maire d'une petite ville de l'Allier possédait à Paris, rue Mazarine, un immeuble à usage de maison de tolérance, comme disent élégamment nos juges. Un mystique imagier avait peint sur le carreau dépoli de la porte d'entrée une botte de paille, symbole des fécondités terrestres ou de la misère des anciens cachots. Quand des élections municipales enfiévraient la petite ville, les ennemis du maire placardaient sur les murs d'immenses affiches. « La botte de paille, le prix du stupre !» Le maire répliquait avec simplicité « Moi, je n'ai pas à m'occuper de ce qui se passe dans mon immeuble. » Et sa liste était toujours réélue à une grosse majorité. Pour se venger, ses adversaires, le lendemain du scrutin, jonchaient la cour de la mairie de bottes de paille. Mais aux élections dernières, comme ces affiches venaient d'être apposées, le maire répondit victorieusement « La botte de paille n'existe plus. J'ai loué bourgeoisement mon immeuble. » Il fut battu. Mais détruisons les légendes. Un célèbre chroniqueur a raconté que l'évêque d'une grande ville de l'Ouest, désireux de purifier les abords de sa cathédrale, avait acheté plusieurs immeubles où s'étaient installées des congrégations laïques vouées au culte de Satan. Les supérieurs, qu'il voulut expulser, obtinrent, selon le droit commun, des délais et même les prolongations de 5 années réservées aux baux commerciaux, en sorte que leurs établissements furent élevés au rang de bénéfices ecclésiastiques. C'est à l'évêque qu'elle payait la dîme, et, glorieusement, elle pouvait exhiber des quittances de loyer de timbre du sceau épiscopal. L'histoire est jolie, mais entièrement fausse. Les maîtresses de maison n'ont jamais été considérées par les tribunaux comme des commerçantes. Sur les baux dont elles voudraient se prévaloir, les juges ne daignent pas abaisser leurs limpides prunelles, en sorte que les propriétaires peuvent chasser ces infortunés quand bon leur semble, sans délai, sans indemnité, et de la façon que voici, le plus simplement du monde. Si le bail ne porte pas leur signature, soit qu'ils viennent eux-mêmes d'acheter l'immeuble ou qu'ils aient trouvé ce bien de famille dans l'héritage paternel, ils demandent tardivement au tribunal la résiliation d'un contrat impur auquel ils n'ont point participé. Les juges annulent le bail sans même le lire et ordonnent à la matrone de déguerpir. Mais s'ils ont signé, paraphé le bail, ils ne sont plus fondés à invoquer sa nullité. Ils connaissent l'usage et la destination de la chose louée. Ils ont conclu un pacte honteux. Leur propre turpitude, ce sont les juges qui parlent, leur interdit de plaider en qualité de bailleurs. Sont-ils désarmés pour cela ? Aucunement. Ils n'ont qu'à exercer une action en revendication de leur immeuble en se basant sur leur titre de propriété. La matrone aura beau opposer son bail, elle aura beau crier « J'ai loué la maison pour 15 ans !» Les vertueux magistrats se boucheront les oreilles. Mais ils les ouvriront toutes grandes à ces mots magiques « Voici mon titre de propriété !» Et au nom de la sainte et intangible propriété, la matrone, 7 fois encore, sera vivement expulsée. Par bonheur, les honorables propriétaires ont peu souvent recours à d'aussi fâcheuses et dramatiques procédures. Ils préfèrent augmenter le prix de leur loyer. Ce n'est pas dans la corporation des maîtresses de maison qu'on trouve des sans-logis. Le vénérable de la loge écossaise, qui louait son immeuble à M. Baptiste, éprouva un jour le besoin de se disculper devant moi. « Si je chassais ce brave Baptiste, que ferais-je de ma maison ? Elle est située dans une rue décriée où 5 lanternes s'allument le soir. Je ne pourrais pas la louer bourgeoisement. Un ancien, vous savez ce que je veux dire, n'a pas grande valeur locative. Et puis, le maire, qui est de mes amis, réprouverait ma conduite. Il me dirait « Notre ville, par ta faute, va perdre un des plus beaux fleurons de sa couronne. » Hors de la rue réservée, il m'est impossible de trouver un local pour Baptiste.
Nous n'aurons plus que 4 maisons, dans un chef-lieu de département, quelle honte! Les touristes se gausseront de nous. » Tout s'arrangea donc avec un peu d'argent. À Paris, Madame Zélia, dont l'appartement était classé par la préfecture de police dans les maisons de rendez-vous de 2e catégorie, apprit un jour que son propriétaire se préparait à l'expulser par tous les moyens de droit. Elle courut chez lui. « J'ai un bail qui stipule que mon appartement est à destination de maison de rendez-vous, et ce bail n'expirera qu'en 1932. »« Oui, » répondit le propriétaire. « C'est pour cette raison que je vous chasse. Vous faites un loyer dérisoire, 5 000 francs par an, chaussé d'antin, et par surcroît vous déshonorez ma maison. » « Mais je ne demande pas mieux que de payer un juste prix, » s'écria la bonne dame. « Ah, si vous êtes raisonnable, je serais très heureux de vous conserver comme locataire. » Un négociant avait acheté dans le faubourg Saint-Denis une petite maison de rendez-vous. Très absorbé par ses affaires, il ne put l'exploiter en personne et la confia à une gérante qui le vola indignement. Il résolut bientôt de révoquer cet infidèle préposé et de diriger son établissement avec l'aide de sa femme. Il formait déjà de beaux projets d'avenir et donnait libre cours à ses initiatives les plus hardies quand son propriétaire, brusquement, lui signifia par exploit ministériel d'avoir à déguerpir, son bail étant nul et sans valeur juridique. Le négociant savait que ce farouche gardien de la morale était marguillier de sa paroisse. Il obtint du curé une lettre de recommandation, assez vague il est vrai, car il avait eu la précaution de ne pas dévoiler à son protecteur la nature exacte du conflit. Mais il pensait bien qu'une épître ecclésiastique attendrirait l'âme de son propriétaire. Il n'en fut rien. Le marguillier le reçut au coin d'un maigre feu de bois, le complimenta sur son zèle religieux et d'une voix onctueuse insinua que monsieur le curé ignorait sans doute sa véritable profession. Au reste, le digne prêtre les approuverait l'un et l'autre. Le propriétaire de ne plus recevoir le prix du stupre et le locataire de renoncer à son commerce immonde. Alors le négociant bégaya qu'il allait se trouver ruiné, plus pauvre que Job sur son fumier. Cette maison de rendez-vous, il l'avait achetée avec les quelques sous que lui avait laissés sa pauvre mère. Il était trop candide, un courtier marron l'avait berné. Il en faisait le serment, il avait cru acquérir une maison meublée, et quand il avait vu clair, il était trop tard, l'argent était déjà versé. « Alors, que demandez-vous » marmottait le marguillier. Et le pauvre locataire, d'une voix pathétique, des larmes ruisselant sur ses joues, suppliait qu'on le laissât tenir lui-même 6 mois, 1 an, pas davantage, juste le temps de remonter l'affaire qu'une gérante avait laissé péricliter. Il revendrait bientôt, et le propriétaire serait libre de renvoyer le successeur. Mais le marguillier secouait la tête. « C'est bien ce qu'on m'avait dit. Vous ne faites pas de bénéfice là-dedans. Non, non, je vous renvoie. D'ailleurs, je veux me débarrasser de mon immeuble. » Alors, le locataire, envahi d'un subit espoir, « Je vous l'achète. »« Vous êtes donc riche ?» sursauta le marguillier. « Ah mon Dieu, j'ai de quoi faire !» Alors le marguillier frotta l'une contre l'autre ses mains grassouillettes, les présenta aux flammes chétives du maigre feu de bois, passa sur ses lèvres une langue gourmande et murmura à la voix pateline et l'œil narquois: « Je crois que nous allons pouvoir nous arranger à l'amiable. » Ainsi, en dépit des traquenards et des choses trappes que les juges ont semés sous leurs pas, maîtres et maîtresses de maison peuvent envisager l'avenir avec confiance. Nous ne les verrons point errants en quête d'un foyer, comme ces familles trop nombreuses abhorrées des propriétaires. Débiteurs ponctuels, ils paieront parfois leur loyer, les bottins en font foi, à des magistrats qui, sur un code civil relié en plein veau, sous main lisse et rigide, rédigeront les rituelles quittances d'une écriture nette et sans bavure. Fin du chapitre. Je vous rappelle que ce podcast est réalisé en toute indépendance et sans publicité. Je vous invite donc, s'il vous a plu, à le soutenir en vous rendant sur la page Tipeee dont le lien est en description ou en le partageant autour de vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain chapitre qui portera sur les gérants, les sous-maîtresses et les chambrières.